Nous sommes aujourd'hui avec Marie Savre, tête de liste pour Lutte ouvrière, le camp des travailleurs, qui est candidate pour l'élection municipale de Clermont-Ferrand. Nous avons discuté avec elle de la place des médias dans la démocratie, sur la dépendance des journalistes, ainsi que sur la concentration des médias. Et tout ça est dans cette nouvelle vidéo. Je vous propose de commencer par ce baromètre 2026 de La Croix, qui chaque année fait un baromètre sur les médias locaux. Oui. Elle a interrogé donc un échantillon, et sur cet échantillon, la moitié des sondés sont plutôt, voire tout à fait d'accord avec le fait que les médias subiraient des pressions politiques. Est-ce que vous faites partie de ce camp ? Alors, pression politique, oui et non. Moi, j'ai souvenir d'un livre que j'ai lu qui s'appelait Les Nouveaux Chiens de Garde, je ne sais pas si vous connaissez, de Halimi. Enfin, c'était un livre qui est sorti, je sais pas, il y a peut-être 10-15 ans, et qui montrait à quel point il y avait un certain nombre de journalistes qui étaient choisis dans les médias généraux, qui avaient on peut dire, la main sur la couture du pantalon, comme on dit, qui étaient prêts à défendre tout ce qu'ils avaient à défendre. Donc les pressions existent évidemment. Il y a l'affaire qui me vient en tête, il y a l'affaire Guillaume Meurice sur France Inter, où quand même, parce qu'on critique le gouvernement israélien, alors peut-être bien, pas bien, mais en tout cas parce qu'on le critique, eh bien, on est foutu dehors. Donc oui, il y a des pressions qui s'exercent évidemment sur les journalistes, évidemment. Il y a aussi des pressions physiques. Je ne sais pas si vous avez vu en janvier dernier, des journalistes de France 3 Occitanie ont été agressés dans un tribunal. Est-ce que vous, à la tête de Clermont-Ferrand, vous pouvez prendre des engagements pour protéger les journalistes ? Alors, je vais quand même expliquer que si moi j'étais à la tête d'une ville comme Clermont-Ferrand, vu mes idées politiques qui sont quand même des idées communistes révolutionnaires, ça signifierait 42 candidats dans une municipalité comme la nôtre aux affaires, ça signifierait une remontée incroyable de la combativité ouvrière et ça signifierait que peut-être la classe ouvrière organisée aurait ses propres médias. C'est ça que ça signifierait. Donc j'ai envie de vous dire, ce serait une situation vraiment très différente dans laquelle... les travailleurs des médias pourraient contrôler et puis dire ce qu'ils ont à dire sur ce qui se passe dans leurs propres médias. C'est ce qu'on voit aujourd'hui, par exemple, quand ils font grève. Il y a même eu des grèves aux Échos, pour dire, c'est quand même pas un journal révolutionnaire, mais il y a eu des grèves parce que oui, ils suppriment des emplois, comme partout. Donc nous, si on était, en tout cas si on avait des élus, on défendrait le fait que les employés des radios, les employés de tout ce secteur-là devraient prendre en main directement leur radio, leurs médias. Sans crainte pour leur sécurité ou face à des agressions verbales que pourrait subir les journalistes ? Ça, ils peuvent subir, mais il faut qu'ils comment dire, si des journalistes vont par exemple dans un endroit où il y a le Rassemblement national et qui sont plutôt étiquetés de l'autre côté, il faut qu'ils soient protégés par eux-mêmes. Enfin, je veux dire, nous on fait par exemple des réunions dans lesquelles on va discuter peut-être de la Palestine, on va se protéger à notre façon, c'est-à-dire qu'on va vérifier que personne ne vienne nous faire le coup de poing dans notre réunion. Donc c'est aussi aux journalistes de mesurer ce qui peut se passer pour eux et puis de s'organiser eux-mêmes pour se défendre. Moi, j'en appellerai pas à la force publique pour défendre les journalistes. C'est à eux de le faire, je pense. Des institutions et des entreprises peuvent attaquer les journalistes à travers des procédures bâillons, qui est le fait qu'à la sortie d'une affaire qui n'est pas, on va dire, plus considérée par cette entreprise, par cette institution, ils vont attaquer le journaliste pour diffamation au vu de le faire taire. Donc je répète ma question, est-ce que vous, à la tête de Clermont-Ferrand, vous pourrez vous engager publiquement à défendre des journalistes victimes de ces procédures ? Oui, évidemment, je me souviens du Canard enchaîné, qui avait publié le salaire de Calvet, qui était à l'époque le président directeur général, le patron de l'entreprise Peugeot de l'époque. Donc ils avaient en fait quelqu'un, une sorte de lanceur d'alerte, leur avait transmis la feuille des impôts de ce monsieur, et ils l'avaient publié, et donc ils avaient été attaqués évidemment pour, pas diffamation, mais je sais plus, parce qu'en fait, les entreprises sont protégées par ce qu'on appelle le secret des affaires. Nous, on est contre. On est pour une transparence directe, totale. Donc, si les journalistes ont des choses à dire sur les entreprises, d'ailleurs, les lanceurs d'alerte font souvent appel, en fait, à des journalistes pour dénoncer des choses, et tant mieux. Tant mieux que certains journalistes prennent le risque, justement, de montrer qu'il se passe des choses scandaleuses, soit au niveau des entreprises, soit au niveau des détournements de fonds, parce que, quand même... il y a eu bien des procès qui ont pu se tenir parce que des journalistes avaient osé
être les porte-parole d'un certain nombre de lanceurs d'alerte. Et tant mieux, oui, il faut défendre ça. Oui. On évoque la sécurité pour les journalistes, on peut aussi parler de leur indépendance. On vit dans une société où la grosse majorité des maisons d'édition, de la presse, de la radio, de la télévision est détenue par une minorité de propriétaires. Je peux citer Rodolphe Saadé, je peux citer Xavier Niel, je peux citer Vincent Bolloré, je peux citer encore 5 ou 6 autres milliardaires. Bien sûr. L'idée n'est pas de faire de liste, mais surtout d'évoquer cette concentration des médias en un petit nombre. Est-ce que vous êtes favorable à ce que le pouvoir politique se saisisse de cette question afin de casser cette concentration? Alors moi, je suis scandalisée par ça, évidemment. Enfin, je veux dire que les détenteurs de l'information, ce soient les capitalistes, qui décident donc de ce qui est dit dans les médias. Ben oui, c'est un vrai scandale. Et maintenant, c'est pas la force politique des institutions de ce système-là qui va nous défendre, en fait. Parce que ce système-là, c'est l'organisation de l'État, elle est pour eux. Donc, je vois pas comment eux, ils vont réussir à nous défendre. Par contre, nous-mêmes, ah oui, encore une fois, c'est sûr que la prise en main des médias, s'il y a une remontée de la combativité, si les travailleurs, par exemple, je prends sur la guerre. Hein, aujourd'hui, il y a un conflit qui devient généralisé, qui devient international, dans lequel les médias sont vraiment très prudents. C'est-à-dire qu'ils montrent bien ce qu'ils veulent. Et là, par exemple, j'entends, moi, c'est ce qu'on entend, l'Iran qui attaque. C'est Trump qui a déclenché cette guerre-là avec son allié Netanyahou. C'est eux qui sont aux affaires dans cette guerre-là. Or, là, vous avez tout un tas de médias, effectivement, qui sont en train d'expliquer que non, l'Iran, ils auraient peut-être si la bombe atomique, ils auraient peut-être ça, c'est eux les attaquants. Ça, c'est une façon aussi de détourner, en fait, les vrais responsables, de montrer autre chose que ce qui est vraiment réel. Et moi, je pense que les travailleurs doivent être très, très méfiants vis-à-vis de tous les médias. Ils doivent être critiques, hein, et ils doivent se saisir de ceux qui sont les plus critiques, justement, et qui vont à l'encontre des idées reçues, qui sont les idées qui défendent le système, en fait, hein, et qui vont défendre la guerre. Parce que là, on va rentrer dans une situation de guerre où les médias vont choisir leur camp, j'ai envie de dire. Vous défendez le fait de garder un œil avissé sur les médias. On peut aussi parler des réseaux sociaux, c'est une plateforme qui est beaucoup utilisée, notamment par les plus jeunes, mais pas que, pour s'informer. Sauf que sur les réseaux sociaux, on est confronté à des bulles de filtre, avec le fait de se concentrer seulement sur nos opinions, celles qui nous plaisent, en délaissant celles qui sont contraires à nous, ce qui n'offre pas une pluralité d'avis nécessaire, ce que peut offrir des médias locaux par exemple. Est-ce que vous pensez que les réseaux sociaux, c'est on va dire un sujet dont les pouvoirs politiques doivent se saisir afin de réguler? En fait, les réseaux sociaux, comme les médias, en fait, c'est le reflet de ce qui se passe. Donc en fait, aujourd'hui, ce qu'on peut constater, c'est que les idées ne vont pas dans le bon sens. Ce qu'on constate aujourd'hui, c'est qu'il y a plein d'idées nationalistes, des idées guerrières, des idées réactionnaires, vraiment réactionnaires, je pense religieuses, enfin il y a plein d'idées qui se développent. On retrouve même des gens on a vu dans les dernières manifestations d'extrême droite, qui se réfèrent à Pétain, vous voyez, qui sortent du placard. Bon, donc vous avez tout un tas d'idées comme ça pourries qui ressurgissent. Donc forcément que dans les médias, ça ressurgit aussi. Et forcément que c'est le reflet de ce qui se passe. Le contrôle, moi je pense que ces idées-là ne peuvent être combattues que si ceux qui ont la capacité de relever la tête, encore une fois dans le monde du travail, parce que c'est eux qui font tout tourner, ils pourraient offrir une autre perspective, et y compris dans ces idées-là. C'est-à-dire que si ils se ressaisissaient de perspectives générales pour l'avenir de l'humanité, c'est-à-dire renverser le capitalisme, faire une société égalitaire, sans frontières, enfin une société vraiment communiste, on n'en serait pas là et on pourrait combattre ces idées-là pied à pied. C'est comme ça qu'on arrive, c'est comme les idées d'extrême droite, on les combat autour de nous, en détricotant les arguments, en affirmant que le camp de la classe ouvrière, il est uni, quelle que soit notre nationalité, notre religion, qu'on travaille tous dans les mêmes entreprises et que donc on peut changer tous ensemble les choses. C'est comme ça qu'on arriverait. Parce que les réseaux sociaux, ça peut aussi être une arme du côté des travailleurs. Hein. Moi, j'ai connu, par exemple, des camarades qui menaient des grèves. Je peux vous dire que les réseaux sociaux, c'est très utile. Parce qu'ils pouvaient, en 5 ou 10 minutes, se donner un point de rendez-vous dans l'usine, par exemple, en cas de grève, ou à l'extérieur. C'est-à-dire qu'en fait, c'est des outils qui ne sont pas forcément à mettre à la poubelle, au contraire. Hein. Puis même les outils d'information, c'est quand même assez génial. On peut avoir Maintenant, vous avez des vidéos quand même de ce qui se passe. Alors c'est horrible, parce que par exemple, on voit le génocide palestinien sous nos yeux.
en fait, hein. On voit véritablement, c'est-à-dire que à l'époque, moi je me souviens de la guerre en Yougoslavie, on a découvert les charniers après parce que ça a été caché, tout le monde le savait, mais ça a été caché. Bon, là aujourd'hui, vous avez des vidéos de tout ça en direct. Enfin, c'est quand même, je sais pas comment vous dire, ça pourrait être une avancée. Alors, c'en est pas une, mais en même temps, c'est utile, quoi, que tout le monde voit bien que c'est l'armée israélienne qui bombarde, qui a fait 70 000 morts. Enfin, c'est gigantesque. C'est devenu un désert, quoi. Donc ça, je pense que les réseaux sociaux, c'est aussi utile à ça, pour la conscience qu'on peut avoir des événements en direct. Les médias locaux offrent un lieu physique pour le débat démocratique, ce qu'offrent pas en comparaison les réseaux sociaux. J'ai envie de revenir sur ce qui s'est passé l'année dernière avec Emmanuel Macron qui a fait le tour des rédactions. Je pense à Ouest France, il aurait dû passer à la montagne, malheureusement ça ne s'est pas fait, pour discuter avec les lecteurs des médias, mais aussi pour des citoyens lambda, on va dire, pour discuter sur la place des réseaux sociaux dans notre société. Est-ce que vous considérez que les médias locaux sont, on va dire, des plateformes pour que chaque citoyen débatte sur des sujets quelconques dans la société? Bah, en fait, je sais pas, moi je vois là, par exemple, pour la campagne, les réseaux sociaux, c'est utile dès lors que, un média nous invite. C'est-à-dire que nous, par exemple, on relaie, les idées qu'on défend, on les relaie, grâce aux invitations, comme vous dites, physiques des médias locaux. Puis ensuite, on relaie sur les réseaux sociaux. Ça veut dire qu'en fait, ça existe, mais comme les journaux, c'est-à-dire qu'il faut d'abord une rencontre, que les gens nous laissent la parole, et puis une rencontre physique, puis ensuite ça se traduit soit dans un journal, parce que les journaux sont encore lus, hein. Nous on a encore un journal, par exemple, mais il y a plein de gens qui ont encore besoin du papier et de ça, donc c'est ouvert à tous, quoi, j'ai envie de vous dire. Je sais pas si c'est le sens de votre question, mais après qu'Emmanuel Macron veuille contrôler, ça évidemment, évidemment. Quand il a été... à chaque fois qu'il a été invectivé, où il y a eu la vidéo, là, par exemple, où il a dit à quelqu'un qu'il avait juste à traverser la rue pour chercher du boulot, ça l'a énervé, forcément, que ça c'est publié sur les réseaux sociaux, ça l'énerve, mais en même temps, c'est bien que les gens puissent aussi filmer et puis transmettre ce genre d'informations. Tant mieux, tant mieux. Vous avez parlé de la diffusion de titres papier, mais cela coûte cher pour un média. C'est pour ça que les subventions existent. Elles sont à deux échelons, celle de l'État et aussi celle locale. La municipalité a donc un rôle à jouer sur ces subventions-là. Est-ce que vous, à la tête de Clermont-Ferrand, vous aurez une politique de subvention à la hausse? Est-ce que vous serez pour une diversité de ces subventions-là pour aider la presse ou les médias locaux ou les associations à titre informatif? Moi, je suis pour qu'on aille prendre sur les profits privés. Alors là, vous parlez des médias, tout à l'heure, vous avez parlé des grandes sociétés. Moi, je suis pour que ce soit elles qui payent. Pourquoi c'est toujours ce mécanisme de demander, en fait, les subventions à l'État. Mais l'État, par exemple, je le redis, l'État a donné 211 milliards d'aides et de subventions au grand patronat. 211 milliards. Je sais pas si... Moi, je vois même pas ce que ça représente. C'est des sommes gigantesques. C'est pas... des millions, c'est vraiment des milliards. Donc ça veut dire qu'en fait, ils sont en permanence assistés, ces grands groupes capitalistes, ces actionnaires, en permanence, ils sont, je dirais, sous perf de l'État, vous voyez, pour les milliards. Et effectivement, les médias locaux ou les petites entreprises, parfois, ou même des associations, vont demander des miettes, j'ai envie de vous dire, dans les mairies, etc. C'est bien ça notre problème. Notre problème, il faut qu'on récupère le pouvoir pour aller chercher l'argent là où il est, c'est-à-dire dans les coffres-forts de ces multimilliardaires, et qu'on en fasse autre chose que juste d'obtenir une subvention, si vous voulez, mais qu'on réorganise complètement. Moi, j'ai souvenir dans les années 80 des radios libres, par exemple. Il y avait plein de gens qui ouvraient des radios pour s'exprimer sur des tas de sujets. Ça, faudrait le multiplier, donner les moyens, même pour les réseaux sociaux, donner les moyens, mais des moyens... d'infrastructures, de plein de choses. Mais pour ça, il faut de l'argent, et pour avoir de l'argent, il faut s'attaquer au capitalisme. Sinon, vous mentez. Sinon, vous dites, je vais faire ci, je vais faire ça, vous faites un catalogue de promesses, en réalité, dans 2 ans, si on est sous les bombes, on n'aura plus rien. Hein.
On a cité Emmanuel Macron tout à l'heure, on peut reprendre une de ses idées qu'il a tirées des États généraux de l'information, qui est un conseil de citoyens qui ont été tirés au sort afin de discuter de la place de l'information dans la société. Et cette idée, c'est la labellisation des médias, le fait de créer un conseil de journalistes professionnels qui pourraient discuter de la déontologie des médias en luttant contre les médias qui viseraient à faire de la désinformation ou qui auraient un but commercial. Est-ce que vous reprenez cette idée? Alors, je reprends jamais l'idée du gouvernement, hein, parce que franchement, merci. Mais surtout, j'ai pas confiance du tout. Enfin, je veux dire, le gouvernement est capable d'avoir créé, par exemple, une commission pour contrôler les prix dans les grandes surfaces. Est-ce que vous voulez faire confiance au gouvernement pour ça? Enfin, je veux dire, n'importe quel travailleur ne fait pas confiance au gouvernement pour ces questions-là, pour les questions de contrôle ou de... vous voyez, donc pour les médias non plus. Non, j'ai pas confiance dans le gouvernement pour créer une commission avec des petits amis à lui pour décider de qui pourrait dire quoi. Non, le contrôle doit être effectué par les travailleurs eux-mêmes et pourquoi pas les travailleurs des médias. Pourquoi pas eux-mêmes qui s'organisent pour dire qui dit quoi. Bon, nous on a eu à Lutte ouvrière, je tiens à le dire, on a eu parfois des procès à tenir contre un certain nombre de journalistes qui avaient des propos vraiment, comment on pourrait dire, diffamatoires sur nous. Bon, on a gagné nos procès à chaque fois, mais c'est parce que nous, on a contrôlé ce qui se disait, si vous voulez. Le contrôle, il doit s'effectuer par en bas, par les gens qui lisent, par exemple, la presse et qui disent ce qu'ils ont à dire, ou par les journalistes qui sont à l'intérieur. Mais le gouvernement, lui, il va être là pour Bolloré, et c'est ses amis, enfin, c'est les mêmes gens hein, que ceux que vous avez cités, que Saadé, tout ça, c'est les mêmes gens. Hein. Pour reprendre une autre mesure des États généraux de l'information, ils ont essayé de poser plusieurs mesures visant à lutter contre la désinformation et on peut faire cela dès l'enfance, dès l'école primaire, dès le collège, à travers des cours, que ce soit l'éducation morale et civique, mais aussi à travers l'intervention de l'EMI, éducation aux médias et à l'information, des journalistes professionnels qui donnent des cours sur comment consulter une information, comment les confronter. Est-ce que vous encouragez ce développement de cet enseignement? Bien sûr, mais faut quand même considérer qu'à l'école, vous avez maintenant un institut en maternelle pour 30-32 élèves. Bon, alors vous pouvez intervenir ponctuellement sur des sujets, etc., mais l'éducation nationale, elle est mise à mal. Hein, donc effectivement, ça commence dès le plus jeune âge. Moi, j'étais à l'école avec ma mère il y a très longtemps, quand j'étais jeune, et le lundi matin, on avait 1 heure consacrée à l'actualité, par exemple. Elle faisait ça, c'est-à-dire qu'1 heure, à la petite école, hein, j'étais dans l'école primaire, hein, on faisait ça, mais on était maximum une vingtaine d'élèves, maximum, donc on pouvait discuter, regarder le journal, enfin je sais pas comment vous dire. Quand vous avez 32 élèves, c'est quand même beaucoup plus compliqué, beaucoup plus complexe, puis quand on voit tout ce que dénoncent dans l'éducation nationale les enseignants, ben c'est compliqué quand même. Bon, oui, moi je suis pour, mais ça fait partie en fait de la culture, donc ça fait partie de l'enseignement. C'est tous ces secteurs-là qui aujourd'hui vont être en tension à cause de tous les budgets qui vont aller vers la guerre, quoi. C'est un problème vraiment. Après, en termes d'information, je tiens à dire aussi que pendant la période des mouvements qui avaient eu lieu en Tunisie, au Maroc et en Algérie, le printemps arabe, là, cette période-là, ce que j'avais trouvé, moi, très intéressant, c'est que des travailleurs des classes populaires pouvaient avoir des informations beaucoup mieux que les miennes, parce qu'ils parlaient arabe et qu'ils voyaient un certain nombre de choses sur des télévisions, et que donc ils avaient une autre vision que celle qu'on avait, nous, avec les médias bien français. Et donc ça, c'est aussi l'ouverture que peut avoir la classe ouvrière sur le monde. C'est-à-dire que dans les hôpitaux, par exemple là où je travaille, il y a plein de collègues à moi qui sont de plein de pays et qui ont d'autres sources d'informations. Et je trouve que c'est vraiment aussi très intéressant de mélanger tout ça et de se faire une idée à partir de là. Dans le monde de la désinformation, on peut aussi retenir des sources provenant de l'étranger. Vous avez peut-être été au courant des dernières élections en Roumanie et en Moldavie, où il y a eu pas mal de cas d'ingérence étrangère. L'ONG Reporters sans frontières a identifié l'année dernière plus de 80 faux sites, faux articles rédigés par l'étranger, où ils ont copié des styles d'articles, comme on peut retrouver sur des quotidiens comme Libération ou Le Monde, tout en incluant des sujets complotistes.
pour diviser, pour tromper. Est-ce que vous retenez des mesures pour défendre les médias locaux qui pourraient être victimes des ingérences étrangères? La conscience. Parce qu'en fait, comment dire, ça a toujours existé, hein, tout ça, mais ce qui peut s'opposer à tout ça, c'est la conscience. C'est d'avoir une forme de conscience et puis de pouvoir discuter avec d'autres pour se faire une idée, pour essayer de détricoter un certain nombre d'idées reçues ou de sites comme ça. Parce que l'ingérence étrangère, elle est aussi beaucoup utilisée. En disant il faut se solidariser avec les informations bien françaises, bien de chez nous, parce qu'il peut y avoir par exemple, parce qu'il peut y avoir une intervention étrangère qui vienne. Bon, non, moi je fais pas encore une fois confiance à l'État. Par contre, oui, discuter entre nous de ce qui. Par exemple, je vous donne un exemple. Moi, j'ai beaucoup discuté de ce qui s'est passé le 7 octobre en Palestine. Lorsque le Hamas avait attaqué, en fait, l'État israélien a mis 1 jour à intervenir. Donc il y a eu plein de choses sur cet événement-là, dans les réseaux sociaux, pour dire comment ça se fait qu'une armée aussi puissante que l'armée d'Israël avait laissé comme ça ce massacre s'effectuer pendant une journée. Donc il y a eu des tas de discussions dans les médias là-dessus. Bon, ça, pour répondre à ces questions-là, c'est vraiment la conscience des événements, la discussion avec, vous voyez, qui peut amener à une idée, sur ce que c'est que le gouvernement israélien, le génocide, enfin, c'est des discussions qu'on peut avoir où, c'est l'esprit critique qui va permettre de se faire une opinion, en fait. Pour conclure, est-ce que vous souhaitez développer sur un point, que ce soit sur les médias locaux, la désinformation, l'économie, qu'on n'a pas développé? En fait, moi, ce que je voulais dire sur les médias, c'est que, je ne sais pas si vous connaissez John Reed, qui a écrit Les 10 jours qui ébranlèrent le monde. En fait, c'est un roman qui se passe pendant la Révolution russe. C'est un journaliste, en fait. Et pendant les périodes révolutionnaires, il y a énormément de journalistes qui, tout à coup, s'engagent dans des événements politiques, et qui sont très doués pour écrire et pour retranscrire ces événements-là. Et ce bouquin, il est extraordinaire, puisque c'est les 10 premiers jours de la révolution russe au mois d'octobre, où la classe ouvrière a pris le pouvoir, et il retrace ça. Et voilà, moi je pense que les journalistes, en fonction de leurs idées politiques, de ce qu'ils ont envie de montrer ou de ce qu'ils ont envie de dire, de décrire, ils peuvent être vraiment des points très importants pour le mouvement ouvrier. Et je pense qu'aujourd'hui, les journalistes, ils s'intéressent peu à ça. C'est dommage, c'est vraiment dommage, parce que ici, il y a une entreprise où il y a 10 000 salariés qui tous les jours vont bosser. C'est un camp, donc le camp des travailleurs, qui serait peut-être à mettre en avant parfois dans les médias, beaucoup plus que ça ne l'est aujourd'hui, je trouve. Merci beaucoup, Marissa.